Emmanuel Macron en tête des intentions de vote. C'est ce que confirme un sondage publié ce matin. C'est le 3e en ce sens. Vous le voyez, cette dernière enquête BVA Salesforce, le candidat d'En Marche progresse encore de 2 points. Il est à 26%. Et à égalité avec Marine Le Pen. François Fillon remonte d'1 point à 20%. À la 4e place, Benoît Hamon, le candidat socialiste, perd 2 points. Il était hier en réunion publique au Havre. Sa cible favorite désormais, Emmanuel Macron. Alexandra Durand, Julie Janus. Devant une salle à moitié pleine, Benoît Hamon attaque de nouveau Emmanuel Macron. François Mitterrand disait à propos des centristes, les centristes ne sont ni de gauche, ni de gauche. Ah, nous, on a inventé un mot, on appelle ça la droche. Et quand vous demandez à Emmanuel Macron, mais comment allez-vous gouverner? Il vous dit, quand il y aura un projet de droite, je ferai une majorité de droite. Quand il y aura un projet de gauche, je ferai une majorité de gauche. Il prépare simplement l'ingouvernabilité de la France. Une situation qui pourrait profiter à Marine Le Pen, selon Benoît Hamon, qui accuse le candidat d'En Marche d'être le marchepied du FN. Emmanuel Macron réplique. S'ils avaient des idées à proposer, s'ils parlaient aux Français, nous n'en serions collectivement pas là. Ces derniers jours, le ton monte entre les deux candidats. La campagne de Benoît Hamon peine à décoller alors qu'Emmanuel Macron a une longueur d'avance. Les campagnes, c'est finalement de l'éros. Hein, il y a une forme, il y a du désir ou il n'y a pas de désir. Visiblement, pour l'instant, il y a de l'éros pour Emmanuel Macron, c'est comme ça. Il n'y en a pas à ce jour, à cette heure, pour Benoît Hamon. À tel point que dans le camp Hamon, la cible privilégiée est Emmanuel Macron, à l'image de Vincent Peillon, qui l'accuse d'incarner l'UMPS dénoncé par le Front National. Et justement, notre émission, le live présidentiel de ce dimanche à 18h, sera consacrée à Emmanuel Macron autour de Christophe Jacubizine. Les parrainages nécessaires pour se présenter, ils sont donc 7 à avoir franchi pour l'instant la barre fatidique des 500 signatures. François Fillon, Benoît Hamon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud, Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau. Zoom sur les petits candidats, ceux qui ont réussi à franchir l'obstacle et ceux, franchement, qui galèrent, avec Amandine Atalaya et Florian Legoïc. Comment un candidat connu par 2% des Français et qui a obtenu moins d'1% des voix aux dernières élections régionales a-t-il pu s'extraire de cet anonymat pour décrocher 524 parrainages? Voici donc François Asselineau. Il se dit candidat du Frexit, adepte aussi de thèses teintées de complotisme. Exemple, le fondateur de l'Union européenne était, affirme-t-il, un agent de la CIA. Cet ancien haut fonctionnaire dispose de plus de 600 000 € de dons, a fait coller 200 000 affiches, loue au pied de l'Arc de Triomphe ce siège de campagne et rencontre depuis plus d'1 an des élus qui ne le reçoivent pas, comme en 2012. Le vote du Brexit au Royaume-Uni et les suites très favorables qui se passent en ce moment au Royaume-Uni, où tous les indicateurs économiques sont au vert, font que désormais beaucoup de maires ruraux tendent l'oreille. D'autres candidats sont en grande difficulté, comme Philippe Poutou. 245 parrainages validés à ce jour, quand il en faut 500 avant le 17 mars. Il y a des consignes au PS et au PC de donner pour Hamon ou pour Mélenchon, et du coup, il n'y a pas la liberté pour les élus de donner pour nous. Donc on essaie de débloquer ces situations-là aussi. Suspense également pour 2 candidats. Jacques Cheminade et Jean Lassalle sont encore loin du compte. Officiellement, il manque 68 signatures à Jean-Luc Mélenchon, mais le Conseil constitutionnel doit encore étudier et valider de nombreux parrainages. Pour son porte-parole, ça va passer, même si c'est beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans. On écoute Alexis Corbière. Nous franchirons la barre des 500, mais c'est clair qu'il lui aura fallu pour cela un dispositif que nous avons mis en place depuis 1 an, de rappel, de visite d'élus, pour s'assurer que nous ayons bien ces 500 signatures. On a observé qu'il y a chez beaucoup d'élus petite difficulté parfois, parce que s'engager pour Jean-Luc Mélenchon, ça peut avoir des conséquences pour eux. Et je pense que tout le monde considère que Jean-Luc Mélenchon représente un grand courant d'opinion dans ce pays qui doit être représenté dans le débat. Les élus auraient dû permettre plus facilement que nous puissions y être. Nous y serons, voilà, et je suis très fier qu'on y soit arrivé, mais voilà, on a dû beaucoup travailler pour cela. Voilà, et si vous souhaitez savoir à qui votre élu a donné son parrainage, rendez-vous sur notre site lci.fr. Vous y trouverez une carte interactive mise à jour jusqu'au 17 mars. Date de clôture des dépôts de parrainage. Et puis si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de télécharger la dernière version de l'appli.
On l'a dit, Marine Le Pen a franchi le seuil des 500 signatures. La candidate du FN qui tient bon face à la justice. Elle ne s'est pas rendue chez le juge hier. Elle était convoquée dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants au Parlement européen. Oui, et ce alors qu'un second assistant parlementaire était mis en examen. Marine Le Pen continue de dénoncer une instrumentalisation de la justice, une opération politique visant à lui nuire. Rémi Labex revient pour nous sur ce qui est reproché à la candidate frontiste. C'est au début de l'année 2015 que le Parlement européen saisit la justice. Dans leur viseur, une vingtaine de collaborateurs du Front National, tous rémunérés par le Parlement européen en tant qu'assistants parlementaires. Mais travaillent-ils réellement auprès des eurodéputés? Leurs noms apparaissent dans l'organigramme du Front National datant de 2015, ce qui signifie qu'ils travaillaient aussi pour le parti. Les règles du Parlement européen sont claires. Un assistant parlementaire ne peut être rémunéré que pour des tâches directement liées au travail de l'eurodéputé. À ce jour, 2 assistants parlementaires ont été mis en examen pour recel d'abus de confiance. Charles Ourcade, qui travaillait comme graphiste au sein du parti, et Catherine Griset, la chef de cabinet de Marine Le Pen, salariée par le Parlement européen pendant 5 ans. Quant aux députés concernés, Marie-Christine Boutonnet et Marine Le Pen, elles refusent toutes deux de se rendre à la convocation du juge d'instruction. Le Parlement européen réclame toujours 340 000 € de remboursement à la présidente du Front National. Après 6 heures de délibéré, il a finalement été... Objectif Élysée avec Olivier Mazerolle, émission de télévision, publication d'un livre. Benoît Hamon tente de relancer sa campagne qui patine. Les sondages montrent qu'il stagne, voire qu'il régresse. Après un bon début, il n'a pas réussi à distancer Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il peut rebondir ? Ça paraît difficile. Vous voyez qu'il en est réduit à attaquer Emmanuel Macron tous azimuts, ce qui n'est pas bon signe. En fait, Benoît Hamon paye 5 ans de discorde au sein de la gauche. Il était frondeur. Maintenant, il est frondé. Les gauches irréconciliables dont parlait Emmanuel Valls coupent le PS en deux. Et Benoît Hamon n'a rien fait contre cela, même au contraire, au lendemain de sa victoire à la primaire, il s'est adressé exclusivement aux électeurs de Yannick Jadot et de Jean-Luc Mélenchon. Il a complètement occulté les 40 et quelques % qui avaient voté pour Manuel Valls. Bernard Cazeneuve est quand même venu le voir à son QG. Est-ce que ça peut pas amorcer une réconciliation ? Oui, écoutez, vous voyez les têtes qu'ils font. Franchement, c'est pas l'enthousiasme fou. Regardez la tête de Bernard Cazeneuve, celle de Benoît Hamon. Franchement, en termes de fraternité, on a vu mieux. En fait, à gauche, c'est le pataquès. François Hollande ne dit rien. Ses ministres sont dévisés. Certains sont pour Benoît Hamon, mais la majorité penche plutôt pour Macron. Benoît Hamon, d'ailleurs, a compris qu'il n'y arriverait pas. Donc, il a pris l'initiative de tourner le dos à ceux qui le contestent. Je rassemblerai d'abord ceux qui me parlent et s'adressent à moi, dit-il. Les ronchons, ça c'est moi qui parle maintenant, qu'ils se taisent ou qu'ils aillent ailleurs, mais en fait il lui manque. Alors il compte beaucoup sur son livre que vous avez lu, Olivier, pour la génération qui vient. Il espère relancer sa campagne. C'est un vœu irréalisable selon vous ? Ce livre, c'est tout, Benoît Hamon. Il y a ce qui le rend sympathique, sa volonté de bousculer la grisaille, et puis en même temps, ce qui fait douter de la réalisation de ce programme. Il a raison de ne pas vouloir laisser une planète complètement dégradée à la génération qui vient. Il fait des propositions intéressantes, comme par exemple le référendum d'initiative populaire avec des garde-fous pour éviter le dérapage. Mais quand il décide l'annulation des dettes des pays européens les plus faibles, et pour les autres la mutualisation de leurs dettes, bonjour l'Allemagne, n'est-ce pas? Et je ne suis pas sûr que les électeurs français de Benoît Hamon sont ravis à l'idée d'endosser le fardeau grec, espagnol, italien. Et d'ailleurs, lui-même, il admet que son projet n'est réalisable que si les gauches européennes s'entendent, ce qui n'est jamais arrivé. Il y a une mesure, Olivier, qui séduit tout de même, c'est le revenu universel. Et d'ailleurs, ça mobilise une bonne partie de l'électorat. Oui, sauf qu'il est en train lui-même de le dénaturer, parce qu'il en fait aussi, dans un premier temps, non plus un revenu universel, mais un classique complément de revenus pour tous ceux qui gagnent moins d'un SMIC,9. Et avec un système de répartition que je vous invite à lire, mais même le technocrate le plus obscur de Bercy n'aurait jamais osé imaginer une chose pareille. Alors il lui reste quand même un atout, il est sympathique, il est accessible et il apporte de la fraîcheur au débat. Ça c'est vrai, oui, il est le candidat de la spontanéité. Pour lui, Nuit debout, c'est un geste radieux, c'est ce qu'il écrit. Il est le candidat de la jeunesse, la génération la plus clairvoyante et
l'écrit-il également dans son livre. Vous voyez, il est venu à la politique en 1986 en participant aux manifestations étudiantes contre la loi Devaquet, qui à l'époque prévoyait la sélection à l'entrée des universités par l'argent, puisque les universités pouvaient fixer les frais d'inscription, et la sélection des étudiants. Eh bien, Benoît Hamon, en fait, c'est une sorte de prof de fac qui copine avec ses étudiants. Est-ce que ça en fait un président de la République? Ça reste à démontrer. Merci beaucoup, Olivier. On vous retrouve dans un peu moins d'une heure, à 9h15 pour un nouveau